C'est une année, je crois, où tout le monde a compris que parfois t'étais un peu entraîné malgré toi dans un tourbillon dont t'arrives plus jamais à sortir et qu'on oublie de réfléchir. En fait, on a tellement pas le temps de réfléchir parce qu'on est crevé et que la vie court tout le temps et ça défile et les années passent et puis en fait, je me regarde vieillir et je trouve que je ressemble à ma mère et alors que je parle plus à ma mère et que j'ai pas envie d'avoir cette vie et tu vois. Et donc, il y a eu tout chez moi, en tout cas, une prise de conscience où je me dis, la vie, c'est maintenant, quoi, plus que jamais. Je me disais, j'ai déjà ça en Californie, mais c'est maintenant, quoi. Avant de vous en dire plus sur ce que vous vous apprêtez à écouter, si vous n'avez pas écouté le premier épisode dédié à l'histoire de Déborah Laurent, je vous invite à faire marche arrière et à aller l'écouter. L'histoire aura plus de sens. Un peu plus d'1 an après cette première rencontre, alors qu'elle se préparait à partir vivre sur l'île Maurice, j'invitais Déborah à faire le point à mon micro. Je lui demandais si elle avait des regrets. On évoquait son rêve américain et je suis restée très admirative de la détermination dont elle a fait preuve. Ça, c'est ce que vous vous apprêtez à écouter. Moi, c'est Anne-Fleur Andrely. Vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Si vous souhaitez soutenir notre travail, je vous invite très sincèrement à vous abonner à French Morning sur notre site frenchmorning.com. Allez, c'est parti! Alors, on s'est quitté il y a presque tout pile 1 an, en tout cas au moment de l'enregistrement. Tu venais de rentrer de Californie. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu le contexte de notre dernier échange ? Ouais, alors nous, on vivait en Californie. Donc nous, c'est mon mari et mon fils, Ezra, qui a 5 ans aujourd'hui. On vivait en Californie, on est parti en Californie en juillet 2017 pour le boulot. Donc je suis journaliste cinéma, principalement. On vivait à Palm Springs, c'était bien sympa, on est bien chaud. Et puis là, boum, Covid. Et le Covid a fait qu'il y a eu une petite montée de stress, évidemment mondiale, mais aussi chez nous, où on s'est demandé un peu qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on reste, est-ce qu'on repart, parce que tout le monde sait évidemment qu'aux États-Unis, les soins de santé, c'est pas la même chose, quoi. C'est un peu effrayant, surtout que c'est cher. Ouais, c'est cher, et puis c'était une maladie qu'on connaissait tellement pas. Et donc du coup, après concertation globale avec ministre de la Santé, j'ai vraiment passé plein d'appels avec l'ambassade, avec mon boulot. On s'est dit qu'on rentrait se mettre un petit peu à l'abri en attendant de voir. On pensait, donc on est rentré le 30 mars, ça va faire 1 an. On pensait rentrer en juin, puis on pensait rentrer en août, puis on pensait en décembre, et puis en fait on est toujours en Belgique. Et donc voilà, nous attendons que ça aille mieux en fait un peu partout pour repartir. Je sais que le retour n'a pas été forcément super évident pour toi, je sais pas pour le reste de ta famille, puisque comme tu dis, en fait, tu pars de manière très temporaire au début, un peu en catastrophe, en disant ok, il faut aller se mettre à l'abri. Comment est-ce que ça se passe du coup et l'arrivée en Belgique, et j'imagine que, enfin je le sais un petit peu parce que je te suis, les yeux rivés en fait en permanence sur ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Ouais. En plus, ton travail t'aide pas puisque tu es obligé en plus de continuer par ton travail à regarder ce qui se passe de l'autre côté. Comment ça se passe ? Écoute, ça a été là avec le recul, j'arrive à mieux en parler maintenant et à mieux comprendre comment on a vécu le truc, parce que effectivement quand on s'est parlé, on vivait dans une maison qui était pas la nôtre, qu'on nous avait prêtée le temps du confinement, du premier confinement en Belgique. Et du coup, on avait du mal à prendre nos marques, et puis c'était encore tout frais, on était encore fatigués, puis il y avait toutes les émotions qui se mélangeaient, donc c'était compliqué. Là, c'est vrai qu'avec le recul, je me rends compte que finalement, je l'ai moins bien, mon mari et mon fils l'ont moins bien vécu que moi, étrangement. Donc, parce que moi, j'ai trouvé une technique pour tenir le coup, c'est-à-dire que je me mets des œillères et je trace ma route, c'est-à-dire que j'ai 1000 projets. Je ne me laisse jamais le temps de me poser, de respirer. J'avance, quoi. Donc, parmi les projets, on en parlera, mais on a fait une demande de green card. Donc, ça m'a vachement occupée, là, ces derniers mois. Pour mon mari et pour mon fils, ça a été un peu plus compliqué. Alors que mon mari est toujours très peace, très zen, très détendu. Ça fait quand même 10 ans qu'on est ensemble. Je l'ai jamais vu angoissé. C'est la première fois de ma vie où j'ai senti que il décrochait un peu, là. Ça allait plus, quoi. Ah ouais. Il était énervé. Il avait du mal à retomber, quoi, de notre retour précipité. Donc, il était vite en colère, des décisions qui étaient prises. Il prenait vite les choses à cœur. Et mon fils, en fait, il a fait des cauchemars pendant des mois.
Donc on n'a pas dormi. J'ai pas fait une nuit complète pendant, je crois, 5 mois. Ouais, après c'est des petits cauchemars. Tu vois, il est entre 4 et 5 ans. C'est l'âge des cauchemars, mais c'est sûr que je sentais bien que ça avait ce retour précipité, le fait d'avoir dû déménager en 4 jours, parce que c'est un peu ça, quoi. C'était vraiment dans l'urgence. Côté un peu traumatisant, quoi. Ouais, et puis tous ses jouets sont là-bas, et lui, il se raccroche à ça, et il connaît la Belgique, il aime bien, il a des amis ici, donc c'était pas traumatisant à ce niveau-là, mais tu sentais vraiment que ça avait été un choc. Et donc, du coup, là, récemment, on a consulté je les ai envoyés tous les deux chez un micro-kiné, et j'ai été assez bluffée, d'ailleurs. Donc, du jour au lendemain, Ezra n'a plus fait de cauchemar. C'est ouf. En fait, elle me disait que c'était un enfant très heureux, très épanoui, mais qu'effectivement, ça avait été un tel choc, ce déménagement, que ça avait été imprimé dans son corps, quoi. Vraiment, la peur était restée dans son corps. C'est dingue. Ouais, son cerveau même si on le rassurait, son cerveau n'a pas compris pourquoi on se dépêchait comme ça, pourquoi tout le monde avait un masque, pourquoi on prenait l'avion. Enfin, tu sais, à ce moment-là, les gens dans l'avion, ils étaient en combi, quoi. En combi, enfin, tu vois, avec le recul, tu en rigoles un peu, mais tu te dis quand même. Donc, il a vu quand même des choses qui étaient un peu effrayantes. Même nous, on avait peur. Donc, il a senti qu'on avait peur. Il nous a vu pleurer pour la première fois, parce qu'on était quand même très triste. Et mon mari, il a un peu trop traîné sur Facebook. Et du coup, c'est sûr que les discussions sur Facebook sont pas très saines et pas très détendues pour le moment, parce que tout le monde a son petit avis. Gna. Et donc, du coup, ça le gavait à fond. Et donc, il a été voir une micro-kiné, il a quitté Facebook et tout va bien. Donc la solution pour vivre heureux, il faut se déconnecter de Facebook. Et est-ce que tu peux nous raconter vite fait en quelques mots, je sais que tu as fait justement d'ailleurs un peu de recherche là-dessus, c'est quoi la micro-kiné pour ceux qui se posent la question? J'ai du coup été faire une séance pour moi aussi, parce que j'étais curieuse et que j'avais trop envie d'écrire un article sur le blog. Donc j'ai un blog qui s'appelle See You Son, et donc je vais le publier bientôt. En fait, c'est une sorte de médecine, soit de parallèle, soit de complémentaire, hein, ça dépend un peu comment on voit la médecine, mais qui s'occupe vraiment des peurs, des angoisses, des choses qui sont imprimées dans nos micro-tissus. Ça peut être des trucs physiques, hein. Ça peut gérer des douleurs physiques qu'on ne voit pas, par exemple, en faisant une radio, mais c'est surtout ce qui se passe dans notre tête et qui, en fait, s'imprime dans notre corps. Vraiment des trucs refoulés. Et en fait, c'est une sorte de drôle de méthode où elle te manipule à peine, hein. C'est pas comme un ostéo, quoi. C'est vraiment des légers touchés. Je ne comprends rien. Elle a essayé de m'expliquer, je n'ai rien compris, mais c'est hyper efficace. Et moi, elle m'a juste dit que... Bon, c'est toujours bizarre, hein, parce que là, moi, j'ai été la consulter. Là, on se parle effectivement début mars, il y a genre 2 semaines. Hein. Et elle m'a dit que j'avais beaucoup de tristesse en moi et que j'avais pas beaucoup de joie de vivre. C'est quand même pas très gai à entendre. Alors que je me trouve plutôt en forme, mais c'est vrai que ça me pèse. Cette situation d'entre-deux me pèse un peu, quoi. Bien sûr. D'accord. Bon, bah, écoute, ça donne envie en tout cas d'essayer. C'est pas la première fois que j'entends parler de micro-kiné et ça démange. Ouais, c'est vachement intéressant. J'ai l'impression que en te suivant en fait au cours de cette dernière année, notamment sur les réseaux sociaux, dans ta newsletter, que cette année t'as quand même apporté aussi pas mal de choses et t'as vraiment permis de prendre le recul pour préparer peut-être un retour un peu plus serein. Comment est-ce que toi tu vois les choses justement de ce point de vue-là? Cette année, en fait, je dis, j'ai pas beaucoup de joie de vivre. Après, je disais, j'aimerais bien trouver des gens qui, au 3e confinement, ont toujours envie de faire la fête, quoi. Enfin, tu vois, on en est tous là. Moi, je rêve d'un bar ouvert. Justement, on a envie de faire la fête, tu vois. Ouais. Donc, je lui disais, bon, voilà, ça me semble un peu logique de ressentir ça. C'est un peu l'épuisement après un an. Mais moi, cette année, en fait, a été ultra utile et a répondu à plein de questions. Donc, j'ai quand même de la chance, j'ai gardé mon job, mais j'avais énormément de questionnements par rapport à mon job, parce que le fait d'être loin, en travaillant donc aux États-Unis, mais pour la Belgique, c'est compliqué parce que t'as l'impression que t'es plus vraiment sur le marché du travail, que les gens croient que tu reviendras plus jamais, et donc t'as plus vraiment de nouvelles rencontres, opportunités, propositions. Et donc moi, je suis dans le même boulot depuis 13 ans, et donc je me disais, en fait, j'intéresse plus personne, quoi. Je suis peut-être finie, en fait, dans mon milieu. Et depuis que je suis rentrée, j'ai énormément de propositions. Là, cet après-midi, je vais en télé. Enfin, je fais des chroniques télé que j'avais plus fait depuis un bail, vu que j'étais pas là. J'ai des contacts avec des gens qui veulent faire des podcasts avec moi. Enfin, vraiment sur la création de podcasts, la technique. J'ai été contactée des gens qui voulaient que je m'occupe de leur communication parce que voilà, ils aiment bien ma plume. J'ai sorti un bouquin aussi, et ça a été génial parce que il devait sortir ce bouquin. Tu vas nous en parler dans un instant, mais j'ai l'impression en fait qu'au final, le fait d'être rentrée,
surtout peut-être dans ton domaine, ça t'a permis aussi, en fait, en étant proche peut-être du centre névralgique de tout ce qui se passe en fait autour de tes activités, ça t'a peut-être aidé aussi ça t'a apporté pas mal d'opportunités, quoi, en fait. Oui, et en fait, ça m'a aidé à m'apaiser. Vraiment, j'avais des inquiétudes et des petits soucis au boulot qui devaient se régler en visu plutôt qu'à distance. Ça a permis pas mal de discussions, pas forcément toujours joyeuses, mais qui, moi, m'ont permis de régler de fermer des portes, d'en ouvrir d'autres. Et alors, ça m'a permis un truc énorme, c'est qu'on a décidé enfin de demander une green card. Et ça faisait 2 ans qu'on se demandait qu'est-ce qu'on fait, on y va pas, quoi. Qu'est-ce qui vous freinait, en fait, à l'idée de vous lancer avant ? C'était déjà financier, parce que demander une green card avec l'aide d'un avocat, je me sentais pas du tout de le faire toute seule, parce que moi, l'administratif, ça fait 2, quoi. Et c'est vraiment beaucoup de boulot, puis j'ai trop peur d'oublier un papier. Enfin, donc j'avais vraiment besoin de me faire accompagner. Et demander une green card, t'es à 10 000 €, quoi. Aux États-Unis, nous, on vivait pas comme des rois, quoi. Donc on faisait avec un salaire belge, pas un salaire d'expatrié, vraiment un salaire belge. Donc du coup, c'était un peu chaud. On serrait bien la ceinture, on n'allait pas des masses au resto. On gardait juste notre argent pour voyager. Et là, du coup, en étant ici, au bout de 2 mois, tu vois, t'es un soir dans le jardin, tu regardes le ciel. Alors, oui, il fait beau, mais bon, il fait beau comme en Belgique, alors que, tu vois, en Californie, là, on aurait sué, il aurait fait 40 degrés. Enfin, toutes ces sensations qu'on a connues là-bas. Et puis, j'ai regardé mon mec et je lui ai dit, écoute, à un moment, faisons-le. Ça nous donne un objectif, quoi. Ça nous donne un point, vraiment, où on se dit, voilà, on a vraiment l'objectif, quoi. Le point final de toute cette aventure toute pourrie du Covid. Et donc, en fait, voilà. Et puis, j'avais le temps, vu qu'on n'a plus de vie sociale. J'ai eu que ça à faire, en fait. Tu vois, donc j'ai passé des soirées dans mes archives parce que je demande une green card qui demande vraiment de prouver tout ce que j'ai fait au cours de ma vie professionnelle. Et ça fait 17 ans que je suis journaliste, donc j'ai passé 17 années en revue. Donc c'était à la fois instructif, intéressant, rigolo, crevant, stressant, nostalgique. Enfin, c'est plein de trucs. C'était assez chouette finalement à faire, même si ça m'a bouffé toutes mes soirées. Parce qu'en fait, mon mec, c'est pas m'aider, quoi. Tu vois, je peux pas lui dire, est-ce que tu peux aller dans cette farde? Il y a un truc qui date d'il y a 15 ans. Ça sert à rien. Donc, la green card est en mon nom. C'est sur mon dos que ça repose. Et donc, du coup, c'était à moi de faire le boulot. Et donc, c'était chouette. J'ai eu une super avocate. On a eu des super échanges. Elle est trop sympa. J'aimerais bien que ça devienne ma copine, d'ailleurs. Donc c'est chouette de se dire, voilà, cette année, elle a servi à ça, quoi. On a été jusqu'au bout de ce truc-là. D'un point de vue pratico-pratique, la green card, tu vois, enfin moi je l'ai obtenue par le mariage, donc c'était encore un truc très différent. On parle souvent en fait de l'immigration qui doit être sponsorisée par l'employeur, mais toi du coup, moi c'est pas tu du l'as tout. fait comme une grande. Est-ce que il y avait, enfin je sais pas, des conditions particulières? Est-ce que c'est un peu plus compliqué? Mais c'est un truc de dingue, franchement, de demander une green card. Donc moi je demande la EB1, qui est donc la Extraordinary Abilities. J'adore parce que ça me donne l'impression d'avoir vraiment fait des trucs de ouf dans ma vie. Et donc en fait, elle est vraiment basée sur tous les boulots peuvent pas le demander. Il faut vraiment avoir une catégorie professionnelle particulière. La mienne en fait partie. En tant que journaliste, j'avais, je crois, une liste de 12 points et je devais en remplir au moins 8, quoi. Et donc, mais je le savais depuis 2 ans. J'avais déjà pris contact avec une avocate. Donc ça fait 2 ans que c'est dans ma tête. Je sais ce que je dois avoir pour un jour la demander. Et je pense qu'inconsciemment, j'ai toujours travaillé en ce sens. Mon livre, j'avais envie d'écrire un livre, mais je m'attendais pas à ce qu'on me contacte pour me demander un livre dans le domaine de la maternité, un livre de conseils. Moi, je me voyais plutôt écrire un roman. J'ai hésité avant de dire oui, et au final, je sais que c'est le fait de savoir que ça allait m'aider si un jour je demandais une green card qui m'a décidé d'abattre le boulot et d'y aller, quoi. Et donc, du coup, ça fait 2 ans que finalement, je me rends compte que je mets les pièces du puzzle en place. Et donc, parmi les conditions, alors je dois par exemple être jurée du travail de mes pairs, mais ça n'existe pas. Tu vois, j'avais beau dire je disais à mon avocate, ça n'existe pas. Personne ne juge les autres journalistes. Je lui dis, je vais à Cannes, je critique par exemple des films. C'est dans mon domaine vu que c'est du cinéma, mais ce ne sont pas des journalistes, c'est des réalisateurs dont je parlais, et ça n'allait pas. Je devais vraiment prouver que j'étais quelqu'un de reconnu et d'important dans mon domaine. Donc je sais pas si t'imagines la pression du truc. Et puis le melon que tu dois avoir aussi pour te dire heureusement que je suis là. Tu dois avoir confiance en toi, quoi. Ouais, et en plus c'est à l'américaine, donc tu dois savoir te vendre.
Tu dois savoir te vendre, mais tout en restant assez humble pour que ça soit pas trop prétentieux. Enfin, laisse tomber le truc un peu schizo pendant 6 mois là. Mais donc mon livre m'a beaucoup aidé, mes prestations en télé. Donc là, le fait qu'on m'ait reproposé de faire des chroniques, c'est génial parce que j'avais besoin d'images de moi à la télé et j'en ai fait, mais il y a des années et je trouvais plus. Enfin, tu sais, à un moment, c'est supprimé d'internet quoi. Donc c'était beaucoup ils aiment bien que ça soit vu. Donc moi, je suis journaliste presse écrite et effectivement, il me fallait des choses en radio, en télé. Mon podcast m'a vachement aidé aussi parce que j'ai un podcast qui s'appelle My Name is Mom. Ouais, elle m'a dit que mon podcast était vraiment. En fait, je suis numéro 1 dans la section parenting en Belgique sur Apple Podcast. Et elle m'a dit ça, c'est génial parce que ça prouve que dans ton pays, ton boulot est reconnu quoi. Donc voilà, par exemple, ce podcast, jamais de ma vie, je me suis dit qu'un jour il me servirait dans une green card. Moi, je pensais que c'était plus le fait d'avoir rencontré Brad Pitt, tu vois, qu'allait peser dans la balance. Mais en fait, pas du tout. Et donc, c'est vraiment un truc global. C'était vachement intéressant. Et à la fois, au moins, c'est chouette parce que je dépends de personne. Ouais. Donc, si je l'ai déjà, je fais péter le champagne parce que je serais hyper fière. Si je l'ai pas, je serais masta déçue parce que vu que tout repose sur moi, voilà. Mais si je l'ai pas, j'ai plein de plans B. Elle m'a dit, je peux demander demain le visa O sans problème qui me permet de travailler là-bas. C'est juste que le visa, tu dois le renouveler tous les 3 ans. Enfin, c'est plus lourd, quoi. Donc, idéalement, une green card serait chouette. Et donc, ça m'a coûté cher et vilain. Et là, il est sur le bureau au Texas, parce que c'est le bureau d'immigration de Texas qui s'occupe des Californiens. Et alors, c'est marrant, j'ai appris un truc, je sais pas si tu savais, ils ont une formule premium, VIP, où tu peux avoir une réponse. Les entreprises peuvent te... Non. Enfin, je sais que certaines entreprises peuvent demander à expedited le process. Ouais. Tu dois pouvoir le faire en tant que en 2 semaines. Ah ouais, mais ça te coûte 2 000 € supplémentaires. Ouais, tout se paye aux États-Unis. Ouais, mais c'est assez rigolo parce que du coup, ça part au Nebraska, c'est plus le Texas qui s'en occupe. Ouais. Et en fait, visiblement, le Nebraska, il est, ils ont des accès, tu vois, ils peuvent voir combien de green cards sont acceptés, refusés en fonction des demandes. Et en fait, elle me dit, il y a plein de pro-Trump encore. Il y a plein de gens qui sont anti-immigration et du coup, ils sont hyper chiants. Et donc, elle m'a déconseillé, quoi. Elle m'a dit, franchement, ça va... Elle t'a déconseillé le premium. Ouais, elle m'a dit, ça va pas t'aider. Et en plus, ils ont une sorte d'interrogation. Vu que je la demande que pour moi et pas pour aller travailler avec un entrepreneur qui m'attend, quoi, aux États-Unis, avec une entreprise, elle m'a dit, en fait, ils vont se demander pourquoi t'es si pressée. Et donc, ils vont probablement réviser ton dossier. Et donc, t'auras beaucoup plus de questions et tu devras beaucoup plus encore prouver des choses derrière que si tu passes par par le process normal, quoi. Ouais, résultat, j'attends, quoi. Ouais, et puis là, le process peut être très long. J'allais te demander justement, puisque donc, on le sait, on a changé d'administration au niveau de la présidence des États-Unis. Maintenant, c'est une administration démocrate depuis janvier. Est-ce que ça a changé, en fait, quelques règles en termes d'immigration ou pas du tout? En tout cas, nous, on a fait exprès. Elle m'a dit, ça sert à rien de demander tant que c'est encore Trump. Donc, on a attendu que ça soit Biden et on a vraiment accéléré les choses sur les derniers détails à régler juste après. Donc, mon dossier est parti mi-février parce qu'on attendait vraiment que ce soit Biden parce que clairement, il y a des assouplissements. Enfin, tu sais bien, Kamala Harris est quand même pro-immigration. Elle travaille dans des entreprises. Enfin, elle s'arrange pour que les Mexicains aient des papiers, soient reconnus. Enfin, donc c'est top parce que tu te dis, bon, allez... en tout cas, ils sont pas anti. C'est déjà pas mal de savoir ça. Donc, techniquement, non. Mais je pense que si on avait... j'ai rien vu comme changement, mais je pense que si on avait demandé avec Trump, par exemple, on serait peut-être tombé avec des délais beaucoup plus longs. Là, j'ai l'impression que les choses sont en train de se remettre en place, que ça se régule. Moi, je dois attendre entre 6 et 8 mois pour la première réponse, quoi. Ça veut pas dire que j'ai la green card au bout de 6 mois. Ouais, non, 6-8 mois, on va t'inviter à aller faire tes empreintes. Oui, mais bon, elle me dit, si c'est oui, à ce moment-là, c'est oui, en fait. Ouais. Donc, le reste, c'est de l'administratif. Et après, moi, je peux demander un ajustement de statut, vu que j'ai déjà mon visa. Enfin, donc, moi, si j'ai un oui, on est bon. Sincèrement, est-ce qu'il y a des possibilités que tu puisses ne pas l'avoir? Oui, parce qu'en fait, c'est toujours c'est un humain qui check ton dossier. Il y a 306 pages de dossier, 306 papiers, quoi. C'est affolant, je trouve. Et que si lui décide qu'en fait mon dossier en vaut pas la peine ou qu'il est mal luné, il peut toujours dire non. Et c'est ça qui est horrible, parce que et c'est pour ça c'est assez curieux, parce qu'elle mettait une lettre. Tu vois, j'ai écrit une lettre en mon nom avec l'aide de mon avocate de 16 pages, qui fait un bref résumé de tout ce que je propose dans mon dossier. Et je la trouvais, je trouvais qu'on n'insistait pas beaucoup sur toutes mes réalisations professionnelles, donc mes interviews, genre je parlais de Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, machin. Je dis quoi, on met pas ça en avant. Et elle m'a dit, n'oublie jamais que celui qui va te lire, c'est quelqu'un de lambda. Et en fait, ça peut paraître extrêmement prétentieux d'arriver en disant, ouais, moi je connais tout le monde. Donc en fait, elle dit, il faut être un peu plus subtil. Mais tu vois, moi j'aurais jamais pensé à ça
si j'avais demandé ma green card toute seule. Donc, je trouve ça hyper important de se faire accompagner par quelqu'un qui sait. Elle est spécialisée là-dedans, donc elle sait comment ça marche, quoi. Mais oui, il peut toujours dire non. Ouais. Après, il y a toujours un risque aussi qui te demande des preuves supplémentaires de trucs. Donc ça toujours, ouais. Voilà, on a gardé sur le côté. J'ai participé à un documentaire où on m'interviewe. J'ai gardé ça sur le côté. C'est pas dans mon dossier. Enfin, pour un peu prouver que ça continue. Mais ouais, il peut toujours dire non. Ouais. Et s'il dit non, je te jure, j'ai pas de plan B. Hein. Ouais, ce que j'allais te demander, ouais, comment est-ce que tu t'envisages? Bon, alors on croise les doigts pour que ça marche. Donc du coup, le fait de demander une green card, c'est donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, c'est une carte de résidence permanente aux États-Unis. Et donc ça veut dire que t'envisages ton futur à moyen long terme, en fait, vraiment aux États-Unis, quoi. Tu avais vécu 3 ans avant de partir et vous envisagez vraiment de faire votre vie là-bas? On n'envisage pas de faire notre vie là-bas parce qu'on a toujours cette idée en tête. Enfin, je sais pas toi avec le petit, mais bon, toi c'est encore différent. C'était marié avec un Américain, mais tu vois, on sait bien que les prix de l'UNIF, nous, on n'a pas les moyens, tu vois, de payer l'université aux États-Unis. Après, est-ce qu'il ira à l'UNIF, j'en sais rien. Il a que 5 ans, quoi. Donc, nous, on s'était toujours dit qu'on avait envie de commencer l'école primaire là-bas. Pour lui, moi, j'ai envie de voir comment ça marche, comment c'est. Et j'adore travailler en décalage horaire, donc j'espère que je vais pouvoir continuer à bosser pour la Belgique. Qu'est-ce que t'aimes à propos de ça? Mais la paix. La paix, moi, on me fout la paix toute la journée. Je n'ai pas un mail. Je crois que je t'en avais parlé d'ailleurs. J'ai pas de coup de fil, j'ai pas de mail. En fait, je réponds à tout le monde d'un coup quand je me réveille. Et puis, c'est fini. J'ai la paix toute la journée. Et ça te tranquillise l'esprit, mais c'est génial. Moi, j'adore, franchement. Après, je suis hyper fan du télétravail. J'ai toujours adoré ça. Je travaille en télétravail depuis toujours. Donc, moi, je vis très bien l'isolement. Et puis je travaille avec mon mari qui travaille aussi pour le même média et donc c'est cool parce qu'on est toujours à 2 donc on travaille ensemble, on fait des projets ensemble donc je suis pas vraiment toute seule. J'adore moi le décalage horaire. Après ça m'intéresse aussi d'aller un peu me frotter aux Américains donc là j'ai envie de reprendre des cours d'anglais en mode intensif et en mode entreprise tu vois pour avoir vraiment des discussions business. J'ai envie de retravailler mon accent parce que j'ai quand même un accent de Frenchie et même si c'est mignon t'as quand même envie parfois de dire allez je suis vraiment bilingue quoi donc je me suis dit que là j'allais donner un petit coup et me reprendre des cours, profiter que c'est toujours le confinement et qu'on peut toujours rien faire. Tu vas le faire donc depuis la Belgique du coup? Ouais, je vais faire ça en ligne. En fait, il y a quasi plus de cours en face à face. Maintenant, c'est tout sur Skype et Google Meet et machin. Donc ouais, je vais faire ça avec des natifs. Et d'ailleurs, Ezra est à l'école internationale. On a choisi exprès pour que lui continue à parler anglais parce qu'on avait trop peur qu'il perde. Même si tout le monde te rassure, tu vois, oui, il est petit, oui, il va pas oublier, oui, ça va revenir vite. Ouais, mais le jour où je vais le déposer en primaire, en sachant qu'il aura fait 1 an. Enfin, en primaire, c'est en kindergarten là-bas. En sachant qu'en fait, il a continué à parler anglais sur tout le temps en étant en Belgique, moi, ça me tranquillise, quoi. Ouais, bien sûr. Je me dis, il peut se faire des potes directs, il va pas être en flip, rentrer en pleurant. Enfin, voilà, c'était un peu pour l'expérience et puis pour l'aider aussi. Donc oui, il y a quand même l'idée de rester quelques années, ouais. Combien de temps, j'en sais rien. Est-ce qu'on fera notre vie là-bas peut-être, finalement, mais je me dis déjà, si on reste 5 ans, on sera déjà, ça sera déjà super, quoi. Ouais. Je voulais rebondir un peu sur le fait que tu veux perfectionner ton anglais. Tu aimerais travailler pour des médias américains, justement, et où tu vas continuer uniquement à travailler pour la Belgique ou pour les médias francophones pour relayer ce qui se passe là-bas? En fait, tu vois, la Belgique, c'est compliqué. La France a tendance à croire qu'on est un peu comme eux, mais en fait, on est minuscule, quoi. On est minuscule et on a 3 langues. On n'a aucune possibilité d'avoir de l'ambition. Tu vois, nous on est toujours obligés d'aller voir dans le pays d'à côté pour voir si on peut pas s'agrandir. Et en fait, moi, je suis ambitieuse, je l'ai jamais caché, mais ambitieuse sans écraser les gens. Mais moi, j'aime bien réaliser des choses dans ma vie professionnelle. Et donc, du coup, là, moi, je suis sur mon plafond, quoi. J'arrive pas à aller plus haut parce que j'ai fait de la télé, j'ai fait de la radio, dans des gros médias. Ok, c'est super, j'interviewe des stars. Et puis quoi? Tu vois, j'ai 36 ans. Et quoi? Donc ouais, il y a quand même ce côté un peu, moi, qui m'excite, c'est d'aller un peu me frotter à ce qui se fait là-bas. Franchement, mon rêve américain, il est là. C'est être en contact avec eux. J'adore leur mindset, quoi. Tu vois, ils sont toujours à vouloir plus, à vouloir mieux, dans la gagne et tout. J'aime pas non plus quand c'est pour écraser les gens. Il y a des avantages au truc, mais j'aime bien ce côté envie de s'élever, quoi. Je travaille dans un média américain, je me fais pas d'illusions. Je crois que je pourrais jamais écrire en anglais comme j'écris en français. Tu vois, avec autant de nuances. Oui, t'as pas forcément les mêmes nuances, bien sûr. Ouais. Après, il y a moins de nuances, je trouve aussi dans la langue anglaise, enfin dans la langue américaine que dans le français, je trouve. Tu vois, t'as parfois des mots que tu sais pas traduire en anglais.
où tu dis tiens, ils ont pas vraiment de mots pour ça. Mais ça marche dans les deux sens. Oui, ils ont des aussi, mots ouais. Et que nous on explique en 14 phrases en français. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, oui, je me fais pas trop d'illusions, mais ouais, je sais pas, j'aimerais bien avoir l'occasion de parce que là, je travaille avec eux, mais avec des attachés de presse qui me mettent en contact avec les stars, mais je fais pas partie de leur team, tu vois. J'ai envie de me faire des copains américains, là. J'ai envie d'aller... c'est bête, hein. Enfin, j'adore mes copains en Belgique, tu vois. Mais je sais pas, j'ai envie de voir, d'être au cœur du truc. Et c'est pour ça que j'ai très envie... En fait, de travailler avec les Américains, parce que finalement, tu as travaillé pour la Belgique depuis les États-Unis. Donc, le monde du travail, tu t'y es frotté de manière un peu externe, comme tu dis, en travaillant avec tes partenaires, avec les attachés de presse, mais pas forcément en faisant partie d'une équipe. Et le monde du travail américain, tu l'as pas encore trop en fait, j'aime bien l'idée d'être au cœur de l'action. Et donc, c'est pour ça aussi que j'ai envie qu'Ezra, il aille à l'école, pas dans un lycée français ou quoi. J'ai envie de le voir à l'école publique américaine. J'ai envie de les voir, ces mamans d'élèves à la sortie d'école, tu vois, dans le côté Desperate Housewives et tout. J'ai envie de voir ça. J'ai envie de connaître l'Amérique dans tout ce qu'elle a à proposer. Je dis pas que j'aime tout. Ouais, moi, je sais pas, depuis mes 18 ans, la Californie, c'est mon coup de cœur. Après, je suis prête à aller vivre en Arizona. Tu vois, je reste pas... Toujours au soleil, quand même, on dirait. Ouais, ça, voilà. Ah, ça a été... On le savait, mais là, j'en suis sûre. C'est pas négociable. Oui, non. Après un an de nouveau en Belgique, l'hiver et tout, j'ai cru que j'allais mourir. Oui, non, au soleil. Il me faut de la lumière, quoi. C'est sûr. Je suis désolée, je reviens encore sur les médias, parce qu'en fait, ça m'intéresse vraiment particulièrement. Est-ce que tu penses, donc je comprends que tu dis par rapport à la nuance, sur la langue écrite et tout, bon, c'est carrément entendable, mais est-ce qu'il y a des grandes différences que tu connais, que tu as remarquées dans la manière de travailler et de transmettre l'information, en fait peut-être, j'en sais rien, si c'est déontologique ou si c'est juste des manières de travailler entre les deux côtés de l'Atlantique? Mais moi, je suis dans un domaine de l'amusement, donc ce qu'on appelle l'infotainment, et qui est en fait américain. Tu vois, le principe de l'infotainment, donc donner de l'info tout en faisant ça de façon légère et rigolote. Tu vois, les talks américains, ce n'est que ça. C'est tu apprends des choses, mais tu te marres, quoi. Et nous, on le fait, la France le fait, mais pas aussi bien, clairement. Et ça, c'est un truc que j'adore. Genre là, je voyais l'interview, tu vois, je regardais l'interview de James Corden, bon, qui est britannique en l'occurrence, mais il c'était à Los Angeles. Donc celui qui fait Carpool Karaoke avec le prince Harry. Et je trouve ça génial. Il y a moyen de se marrer. Et je trouve qu'ils ont un don pour ça, vraiment d'amener la petite touche d'humour, la petite tchatch dans un truc hyper sérieux, quoi. C'est génial, tu vois, ils sont dans un bus à 2 étages. Il lui sert du thé en mode petit clin d'œil et rigolo. Mais d'un côté, il arrive à le faire parler de choses que le public a envie de savoir, quoi. Alors, ça vole pas toujours très haut, mais je trouve quand même que c'est toujours fait avec intelligence. Je trouve que les talks... En Belgique, ils ont essayé de faire de réadapter des talks américains. C'était un four total, quoi. C'était nul. C'était pas drôle. Tout tombait à plat. Je sais pas, ils ont un truc qu'on n'a pas et qui... Dans mon boulot particulièrement, dans tout ce qui est cinéma et tout, ils ont l'art de se vendre, tu vois, d'être fiers de ce qu'ils font. Les stars, quand elles te parlent, le boulot, mais interroger une star américaine ou interroger une star française, par exemple, pas du tout la même chose, quoi. Il y a un vrai travail derrière, ils se foutent pas de ta gueule, quoi. Je dis pas qu'en France, on se fout de ma gueule, mais tu vois, il y a un vrai travail de communication, de vendre ton projet. Alors parfois, c'est un peu triste parce que t'as du mal à rentrer dans de l'intimité. Après, il y a des médias américains qui arrivent. Tu vois, quand t'as un gros média comme JQ, forcément, t'as interview de Brad Pitt, t'as un 6 pages. Là, tu peux rentrer dans les détails. Mais bon, ça dépend de ton média. Moi, j'aurais probablement jamais ça. Mais t'as quand même... Ouais, je sais pas, ils ont une façon de faire qui est pas la même, quoi. Ouais. D'accord. Et les journalistes se mettent beaucoup en scène. C'est assez... Nous, on a plutôt tendance à s'excuser, à vouloir vraiment... Ouais, à servir l'info plutôt que toi te mettre en avant. Et en fait, du coup, je trouve que les Américains ont mieux compris que nous, le changement... En fait, c'est Internet qui maintenant nous pousse à incarner un peu notre média. Tu dois incarner tes sujets. Tu peux parler en jeu maintenant, c'est autorisé. Les réseaux sociaux ont réautorisé ça, tu vois, le fait de se mettre en avant. Et nous, on est un peu timide, c'est pas dans notre nature du côté francophone, mais les Américains font hyper bien ça. Tu vois, le journaliste est aussi connu que l'émission qu'il présente. C'est vrai. Et je trouve ça chouette. Moi, j'adore incarner mes papiers. Et là, depuis que je suis rentrée, je me rends compte que j'ai changé ma façon de travailler. D'une certaine mesure, j'ai évolué vers autre chose. Et je t'en parle maintenant parce que ça fait 1 an et donc que j'ai le recul nécessaire. Je me suis pas rendu compte de ça en le faisant. C'était pas décidé. Mais j'ai plein, mais vraiment quasi à chaque fois, maintenant, quand j'interviewe quelqu'un, j'ai un retour. Avant, ça m'arrivait jamais, où les gens me disent merci
Pour une fois, on est sorti du cadre, on a parlé d'autres choses, c'était hyper bien amené, c'était hyper intéressant. Et je dis pas ça pour me vanter, mais tu vois, ils ont tous un peu l'impression d'être en séance de psy quand je les interroge, tu vois, parce que je bosse mon sujet et puis après, du coup, ça devient une discussion hyper spontanée et j'ai pas peur de donner mon avis. Quand il me dit un truc, je vais rebondir en disant ouais, moi je trouve que. Et les journalistes font pas ça du côté francophone. C'est ce que j'allais te demander justement. Je sais que tu vois, j'avais parlé alors dans un autre de mes podcasts avec Pauline Grisoni du podcast La Leçon. Je sais pas si tu connais. Ouais. On avait justement parlé un peu, elle est journaliste, elle aussi, de la différence entre les interviews et dans le podcast, par exemple, où ça se prête souvent, si tu veux, à vraiment une discussion, comme on a maintenant, et pas juste une interview. Tu vois vraiment question-réponse. Et pour elle, elle me disait justement que les journalistes se cantonnent généralement à vraiment de l'interview stricto sensu. Je te pose une question, tu me réponds. On passe à la suite et que la discussion est un peu je trouve pas le mot mais frowned upon quoi, tu vois elle est un peu parce qu'il y a considérée parce qu'il y a cette idée que nous on nous a appris à l'école de journalisme et les médias ont toujours fonctionné comme ça et les médias adorent le côté hyper traditionnel poussiéreux, ils ont du mal à se remettre en cause quoi et donc du coup tu t'effaces. Ce qui compte, c'est l'info. Et en fait, ça a changé. Et donc, il faut prendre le changement vraiment à bras-le-corps. Et moi, j'ai l'impression que j'ai trouvé... Je me suis beaucoup posé de questions sur le blog aussi, à me dire, mais comment je fais pour raconter les choses en étant intéressant ? En fait, je le fais à l'américaine, je crois. Je dis pas que je réussis, mais je parle en jeu, je dis ce que je pense, j'analyse la situation, mais j'ai un background qui me permet de le faire. Et c'est pas parce que je dis qu'en fait, je raconte ma vie ou que c'est un blog. Enfin, tu vois, que c'est un journal intime. C'est pas ça. Je donne de l'info, mais je donne aussi mon point de vue. Et j'ai l'impression qu'en incarnant le papier, tu as plus de personnalité. Et en fait, les interviews sont 1000 fois plus intéressantes. Mais vraiment, moi, je lis mes interviews et je me dis, ça, je l'avais pas lu ailleurs. Parce qu'en fait, toutes les stars, elles sont là pour servir leur soupe, quoi. Mm-hmm. Tout le monde vient avec ses phrases toutes faites. Généralement, tu lis une interview dans la presse d'un chanteur qui vient de sortir son album, enfin, si tant est que ça existe encore les albums, enfin, tu vois, ou un bouquin ou quoi. Et en fait, il dit la même chose partout. Il a des phrases toutes faites qui ressortent systématiquement. Et moi, j'en ai marre de ça. Je vois pas l'intérêt. Moi, je suis journaliste parce que j'adore rencontrer des gens, j'adore discuter, mais j'adore avoir des réponses. Je m'en fous, en fait, de sa promo. Si, évidemment, je comprends. Tu vois, là récemment, j'étais hyper contente parce que j'avais Julien Doré, là, comme on est en train de se parler, tu vois, à distance. C'est difficile, de créer des liens à distance. C'est pas pareil, quoi, qu'en vrai. Mais bon, voilà, le Covid. Et j'avais que 20 minutes. Et donc, t'as personne qui vient t'interrompre, vu que t'es sur un ordi. Ça marche à la confiance. On te dit que t'as 20 minutes. A priori, tu raccroches au bout de 20 minutes. Et puis, au bout de 20 minutes, on discutait. Et je lui dis, écoute, j'imagine que t'as quelqu'un derrière, enfin, que t'as une journée promo, donc t'as un autre journaliste. Donc, si tu veux raccrocher, pas de souci. Et il m'a dit, non, c'est vachement intéressant, on continue. Et j'ai trouvé ça génial, tu vois. Parce que tu te dis, OK, donc le mec, ça lui faisait du bien aussi de sortir du cadre officiel de la promo où on lui parle de sa chanson, machin. Donc, je pense que, il y a c'est ce qu'on fait en podcast, effectivement, t'as raison. En fait, je pense que maintenant, c'est ce qui doit se faire dans la presse. Et on a beaucoup de mal à le faire, mais moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Ouais, c'est vers là, tu penses que les choses vont évoluer, ou en tout cas que toi, tu veux évoluer, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça que 2020 t'a apprises ? Enfin, je veux dire, ça reste une année qui a été compliquée. On en a un petit peu marre d'entendre ça à tort et à travers. Unprecedented. Voilà, ok, c'est bon, on sait. Ouais. Qu'est-ce que tu retiendras quand même de 2020 ? J'ai l'impression que, je le disais un petit peu en début d'entretien, ça t'a apporté beaucoup de recul sur les choses. Ça t'a peut-être permis de voir un peu plus clair sur là où tu veux aller, toi et ta famille. Quelque chose qui n'était pas forcément clair avant de partir. Est-ce qu'il y aurait autre chose que tu voudrais ajouter à ça ? Écoute, j'ai vraiment l'impression que c'était une année qui nous a servi à nous de reculer pour mieux sauter. Et où peu importe où on saute, je sais maintenant que je serai pas en Belgique dans les années qui viennent. Alors, c'est pas les États-Unis, ça sera ailleurs, mais ce sera au soleil. On n'a pas envie de la vie. On savait pourquoi on était partis. Tu sais, moi, la vie, la routine... le métro boulot dodo, se lever tôt, courir, aller déposer ton gosse, le voir à peine le soir, être crevé. Enfin, là, tu vois, j'en rigolais, mais là, mon téléphone ne fait que sonner, quoi. Mais vraiment que sonner. Je raccroche, ça ressonne. Alors oui, c'est chouette, mais en fait, non, parce qu'il y a plein de gens qui t'appellent pour ne rien dire. Les mails, c'est pareil. Je crois, attends, franchement, là, je vais regarder sur mon téléphone en te parlant. Je crois que j'ai 30 000 mails non lus. Enfin, c'est plus possible, quoi. Tu vois, moi, je sais plus suivre. Et ouais, 55 000, pardon. Ça a monté depuis. Et du coup, il y a un côté abrutissant, je trouve, de la vie moderne. Qui a fait que j'ai pu m'échapper de ça et je me rends compte que c'est ça que je veux. Moi, je veux de la liberté. Je veux
avoir le temps de respirer, je veux avoir le temps de lire un bouquin, je veux avoir le temps de boire un verre de vin tranquillou sans avoir 4000 rendez-vous derrière. J'ai moins besoin de vie sociale aussi, cette année m'aura appris ça. Ça veut pas dire qu'on se suffit à nous-mêmes, on adore nos potes, on est trop content de les voir quand on a l'occasion et quand on a le droit, hein, parce que bon, on a plein de règles. Mais je me rends compte qu'en fait, on avait déjà appris à vivre sans les gens. Tu vois, on s'était habitué quand même à être loin avec le décalage horaire et tout. Et finalement, on est hyper content, on a des moments précieux avec eux, mais on sait que même s'ils nous manquent, on est capable de vivre sans ça. Ouais, franchement, moi, je trouve que ça a été une année instructive. Et de nouveau, je le dis, ça a été instructif parce que j'ai eu la chance de garder mon taf, parce que j'ai fait... Tu vois, là, je suis passée en mi-temps. Je ne l'ai pas dit sur les réseaux sociaux, mais je suis en mi-temps là au boulot. Mais tu m'en avais parlé. Ouais, parce que j'ai envie de faire des marches arrière. En fait, j'ai envie de reprendre du temps. J'ai envie de refaire des choses qui m'animent et qui m'excitent. Et mon boulot m'excite parfois, mais parfois pas. Et donc, du coup, je trouve ça nécessaire de se souvenir... garder la place pour la créativité, quoi. Ouais, et puis que cette année, je pense que tout le monde en est arrivé là. C'est quoi cette vie de con, parfois, qu'on a tous, tu vois, quand ça s'arrête, tu te rends compte que, en fait, c'était pas si mal, hein, le premier confinement. Ouais, non, c'est une année, je crois, où tout le monde a compris que parfois t'étais un peu entraîné malgré toi dans un tourbillon dont t'arrives plus jamais à sortir et qu'on oublie de réfléchir. En fait, on a tellement pas le temps de réfléchir parce qu'on est crevé et que la vie court tout le temps et ça défile et les années passent et puis en fait, je me regarde vieillir et je trouve que je ressemble à ma mère et alors que je parle plus à ma mère et que j'ai pas envie d'avoir cette vie et tu vois. Et donc, il y a eu tout chez moi, en tout cas, une prise de conscience où je me dis, la vie, c'est maintenant, quoi. Plus que jamais. Je me disais, j'ai déjà ça en Californie, mais c'est maintenant, quoi. Écoute, c'est super intéressant. Puis le coup du mi-temps, tu vois, c'est rigolo parce que moi non plus, je l'ai pas annoncé, mais je suis passée à mi-temps depuis une semaine, donc c'est vraiment intéressant. Bravo, parce félicitations. Que justement, je veux être plus créative, je veux avoir de la place pour les projets qui m'animent. Je veux avoir, j'allais dire, envie de me lever le matin. Là, il est 6h du mat quand on se parle, donc je me lève le matin. Mais voilà, tu comprends l'idée. Ouais, je comprends bien. Donc, ouais, non, et puis retrouver de la joie parfois dans des. Tu vois, moi, je me suis dit, voilà, en Californie, j'avais cette chance d'aller chercher Ezra tous les jours à l'école. C'est un choix. Moi, je pense pas faire de deuxième enfant. Je pense que j'en avais parlé aussi déjà avec toi. Je pense qu'on en aura qu'un et je veux vraiment m'en occuper. Ça veut pas dire que ceux qui ne vont pas chercher leur enfant à l'école ne s'en occupent pas, mais tu vois, moi, c'était nécessaire pour moi. J'avais envie d'être vraiment là à des moments où voir sa petite frimousse s'illuminer quand il me voit à l'école. Je sais pas, c'était important pour moi. Sur sa petite enfance, en tout cas. Et en fait, en Belgique, c'est compliqué. L'école finit à 3h30. Moi, j'ai du boulot, donc mes journées, c'est chaud, quoi. Eh ben, j'ai décalé tous mes horaires, donc je commence super tôt. Alors que je suis pas du tout du matin, donc c'est vraiment limite un sacrifice. Mais tous les jours, à 15h30, je suis devant l'école. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, je suis là, je m'en fous. Et c'est mes moments avec lui, et c'est vachement important. Et mon mi-temps, c'est ça aussi. Tu vois, aujourd'hui, il est malade. Enfin, il est malade. J'avais l'impression qu'il était malade, en fait, il va très bien. Je me suis bien fait arnaquer. Et en fait, voilà, je lui ai dit, écoute, c'est quoi, reste. Tu vois, ça n'a pas été... Après, oui, c'est vrai, hein, après 3 ans d'expatriation, moi, j'espérais un peu pouvoir leur caser chez mes beaux-parents et, tu vois, chez ma sœur. Mais en fait, le Covid fait que tout est compliqué. Bah oui, bien sûr. Donc, on est encore plus... je trouve, ensemble qu'avant, ce qu'on appelle même plus une babysit, quoi. T'as toujours peur que quelqu'un soit malade. Donc, du coup, on est vraiment beaucoup à 3. Mais je me dis, j'aurais rien raté, quoi. Et en fait, ça fait partie, au-delà du fait, mes jeudis et mes vendredis, maintenant, ils sont pour moi. Alors, évidemment, je casse plein de trucs, je peux pas m'en empêcher. J'ai toujours pas glandé, j'ai une pile de livres là à côté de moi pendant que je te parle, un truc de dingue, j'ai jamais le temps de les lire. Mais je sais pas, je me dis, au moins, j'ai récupéré ce temps pour moi et j'en fais exactement ce que je veux. Par exemple, là, je te parle. Ça aurait été maître de ton temps. Ouais, ça aurait été compliqué de faire ce podcast sur mes horaires de boulot. Donc, je suis contente d'avoir mis ça dans ma journée. C'est des petites joies, quoi. Et c'est important. Je trouve. Non, mais t'as carrément raison. T'as carrément raison. J'allais te demander, je sais que c'est une question un peu vache, mais on est donc à 1 an après votre départ un peu en catastrophe de Palm Springs dans le désert californien. Est-ce qu'il y a un conseil que tu donnerais à la Déborah d'il y a 1 an, avec le recul maintenant ? Franchement, je te l'avais dit, hein, mais c'est mon mari qui a mis l'impulsion de départ. C'est lui qui m'a dit, il se sentait pas bien, il a fait une crise d'angoisse là-bas et je lui ai dit, écoute, c'est pour le vivre comme ça. On remballe, on y va. Mais ça venait de lui. Je sentais que c'est lui qui avait besoin de rentrer, de se rassurer. Et en fait, je pense qu'on s'est un peu affolé, tu vois, trop vite. On a pris la décision trop vite. Après, honnêtement, il y a un truc dont on n'a pas encore parlé, c'est la fermeture des écoles en Californie et partout, quasi aux États-Unis. Ezra a eu la chance, moi, rien que pour ça, je suis contente d'être rentrée, c'est que mon fils, il a été à l'école toute l'année. Il n'a pas manqué une seule journée, ça n'a jamais été fermé et je trouve ça génial pour lui. Il ne le sait pas, mais c'est une chance de fou, quoi. Pour lui, pour nous, pour tout le monde. Et donc, rien que pour ça, on a bien fait de rentrer. Mais donc, je pense quand même que j'aurais peut-être attendu plus longtemps avant de repartir. Et je pense que de toute façon, je serais repartie en voyant que les écoles rouvraient pas.
Parce que si t'as le choix, tu vois, on a cette chance, on a eu le choix, quoi. On n'était pas américains obligés de rester là-bas, on a eu le choix. On a eu le choix de se dire, tu sais quoi, on va aller dans le pays où les écoles sont ouvertes. Enfin, c'est quand même fou. On a une chance de fou, quoi. Et donc, du coup, le conseil que je donnerais, c'est de croire que, tu vois, il y a ce sorte de proverbe, citation un peu Pinterest qui te dit que la vie a parfois plus d'imagination que toi. Et en fait, c'est vrai. Parce que là, moi, je suis rentrée vraiment au bout de mon slip, quoi, dévastée, déprimée, à me dire, mon Dieu, qu'est-ce que je fous là? En plus, on logeait dans la maison des parents de mon meilleur ami qui est mort quand j'avais 18 ans. Enfin, tu vois, les trucs. Ah ouais. Mais que j'ai toujours gardé contact avec eux et tout, mais tu t'attends pas à un moment à retomber. Tu sais, il y avait des photos de lui partout. Et tu dis, oh putain, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, quoi. Et puis, en fait, finalement, cette année, j'ai l'impression que tout s'est éclairé, tout s'est mis en place pour moi. Ça a répondu à plein de questions. Je suis beaucoup plus sereine, en fait. Fais-toi confiance, quoi. Fais confiance aussi. La vie peut être une vilaine, hein, pour pas dire autre chose, mais la vie peut être cool. Enfin, la vie peut te proposer des choses aussi. Tu t'y attendais pas, ça t'a bousculé, mais en fait, c'est pas mal aussi ce qu'il y a derrière la porte que t'avais pas vu au départ, quoi. Donc, ouais. Excellent. Écoute, c'est super intéressant tout ça, Déborah. Je te remercie. J'ai l'impression de faire une petite séance de psy, du coup. Ouais, mais alors, c'est rigolo parce que tu dis ça, mais moi, c'est vrai qu'on me dit souvent ça sur mes podcasts. Généralement, le soir après l'entretien, généralement, on me dit que les gens, ils dorment bien, très léger. Donc, c'est très bien. Ça fait plaisir. Tant mieux si ça sert. Ouais, en fait, 2020, finalement, j'ai l'impression que tu as réussi vraiment à retourner les choses pour faire ta vie, quoi, et pour t'éclater, pour peut-être même je sais pas si c'est te découvrir, mais en tout cas, t'épanouir encore plus entre donc ton bouquin, ton podcast, l'aménagement de ton temps de travail, l'équilibre vie pro, vie perso. C'est vrai qu'on le dit souvent, je l'entends beaucoup en France, tu as l'air de confirmer les choses avec la Belgique. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe ici. Et c'est vrai que moi, c'est peut-être le truc numéro 1 qui m'interroge, tu vois, si je rentrais en Europe, maintenant que je suis maman. Non, enfin, écoute, vraiment, bravo, quoi. J'ai l'impression que tu as réussi à retourner tout ça, alors que c'était hyper difficile au début. Tu sais, le côté quand la vie te donne des citrons, fais-en de la limonade, c'est un peu ça. Hein, là, cette année, on n'avait vraiment pas le choix, en fait. Tu vois, il y en a. Non, t'avais pas le choix, mais t'aurais pu rester au fond, quoi, tu vois, du trou. Mais selon ma microkiné, j'ai quand même pas beaucoup de joie de vivre, hein, je tiens à dire. Donc, écoute, visiblement, mon corps n'a pas l'air d'accord avec ma tête, mais ça s'arrange, ça va, on va trouver une solution. C'est un travail en cours. C'est ça. Super. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin, Déborah, avant qu'on se quitte? Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter peut-être pour la suite, à part la green card? Justement, j'espère que la prochaine fois où on se parle pour ce podcast, on sera là-bas. Ouais. Et je te donnerai mes trucs et astuces pour faire une vraie expatriation, parce que j'ai toujours l'impression, c'est rigolo, tu vois, d'avoir été en stand-by partout. Ouais. Et à la fois, parce que nous, on fonctionnait année après année, donc on signait à chaque fois des contrats pour l'année, et puis on devait re-signer pour l'année d'après. Donc en fait, on n'a jamais su se projeter. En fait, j'en ai ras-le-bol. Franchement, ce que tu peux me souhaiter, c'est un peu de stabilité, parce que j'ai déménagé, mais franchement, je crois 18 fois dans ma vie. Je suis fatiguée de ne plus savoir où j'habite. Ouais. Là, de nouveau, on est dans un appart où on s'est dit, on reste jusqu'à la fin de l'année scolaire et puis on voit. Tu vois, ça fonctionne par 10 mois, quoi. Mm-hmm. Et en fait, j'en ai marre. J'ai envie d'avoir. J'ai pas besoin d'une grande maison. J'ai pas ce fantasme-là. J'ai juste envie d'avoir un endroit où c'est chez nous. Mon fils ne sait plus où il habite, quoi. Ouais. Mon fils, on lui a demandé à l'école où il habitait et il a répondu une ville, rien à voir en Belgique, tu vois. La ville où habite sa copine, tu vois, et on habite Uccle et il a répondu qu'il habitait à Wavre. Et tu sais, il nous dit, ouais, j'ai dit à l'école que j'habitais à Wavre, mais madame m'a dit que c'était pas vrai. Bah non, c'est pas vrai. Tu vois, il sait plus où il habite, le mec. Donc, et il a 5 ans. Donc, je crois un peu de stabilité et un peu de... que les choses... Enfin, tu vois, comme pour tout le monde, quoi, que la vie reprenne, parce que là... je trouve que la vie aurait déjà dû reprendre. Quand tu vois, nous, les taux en Belgique, tu te dis, purée, on a un conseil, d'ailleurs, là, à l'heure où on se parle d'un nouveau conseil de sécurité où on va encore annoncer des trucs. Et c'est juste que c'est plus possible. Moi, j'ai plein d'amis, ingé son, musicien, mon mari est musicien. J'ai plein d'amis dans la culture. Je travaille comme cinéma, enfin, tu vois, dans le cinéma. Donc, je connais des exploitants de salles. On est tous les gens que je côtoie et que j'aime sont dans la merde, là, noire, quoi. Donc, j'espère juste que ça se remette en place et que la vie reprenne et qu'on en profite vraiment à fond tous, quoi. Tu vois, que ça soit comme après la guerre, quoi. Qu'on fasse des fêtes de dingue. Ouais, ce serait trop bien.
Écoute, je te rejoins à Palm Springs quand tu viens. C'est ça, mais ouais, à fond, au soleil, sur mon transat. Parce que donc, tu vois, et ça aussi, c'est bête. C'est pas Coachella dans ce coin-là en plus? Mais oui, mais bon, là, ça fait 2 ans que ça saute, hein, évidemment. Oui, bah, bien sûr. Ouais, si, moi, j'habite à côté. En plus, on va sûrement, on sera plus à Palm Springs même, parce que les écoles sont pas terribles, donc on sera justement plus dans la vallée de Coachella et tout ça. Mais tu vois, il y a juste un truc, moi, je veux absolument repartir parce que je me rends compte que mon fils, il a 5 ans et il se souvient déjà pas de ce qu'on a vécu là-bas. Ça me fend le cœur, quoi. Il se souvient de ses jouets, il se souvient de notre piscine, il se souvient vaguement de l'école, et ça s'arrête là, quoi. Ah, waouh. Ouais, je lui ai montré des photos de Beverly Hills, on y allait tout le temps, parce que j'avais tout le temps des interviews dans le coin. Il ne se souvient pas, tu sais, je lui parlais d'une pizza géante qu'on avait mangée, il avait rigolé comme un dingue, il s'en souvient pas, quoi. Rien que pour ça, je veux rien savoir, je refais au moins 3 ans pour tout refaire. Comme ça, je suis sûre qu'ils se souviennent, quoi. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Déborah pour finalement ces différentes confidences au cours du temps. Je vous le disais en introduction du premier épisode, on va bientôt vous raconter la suite de son histoire puisque la carte verte que convoite tant Déborah, sa carte verte Exceptional Abilities, vient d'être acceptée par le gouvernement américain. Bravo. Alors, on va lui laisser un petit peu le temps de s'installer en Californie avec sa famille, de reprendre ses repères et on ira faire le point avec elle très bientôt. Alors, restez par ici, abonnez-vous à French Expat dans votre application d'écoute pour être sûr de ne pas manquer cet épisode à venir. La semaine prochaine, je vous propose de redécouvrir ou de découvrir un parcours qui vous a aussi marqué. Il s'agit du parcours de Léopoldine en Argentine. Je vous laisse découvrir un extrait. C'est vrai que la leçon, il faut pas se perdre en fait dans son expatriation, il faut pas se perdre et toujours penser à soi et à ses propres repères. Parce que moi, j'étais un peu la moule sur son rocher, c'était super confortable parce que les week-ends, j'avais pas à réfléchir à ce qu'on faisait, on faisait toujours des trucs cool. Sauf que bon, après quand c'était à moi, c'était un peu plus compliqué. Ouais. Ça m'a aussi surpris quand je suis arrivée, je suis allée en Patagonie et c'est vrai que la Patagonie, ça n'a rien à voir avec le nord de l'Argentine. C'est des forêts, c'est des lacs, ça ressemble un petit peu à la Suisse. Encore merci pour vos écoutes fidèles et bienveillantes. J'espère que vous passez de joyeuses fêtes et je vous dis à mardi pour cette nouvelle histoire. À bientôt.